Et bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie Nouvelle Vie. J'accueille avec plaisir Thomas Eddy. Je crois que c'est la 4e fois que tu passes à l'Académie, Thomas. Absolument, c'est presque une routine. Mais c'est une bonne routine. En tout cas, je te remercie d'être là. Et ce soir, tu nous parles de la peur, de l'angoisse. Comment sortir de ces deux émotions, sentiments? Je ne sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, idéalement, nous devrions tous pouvoir vivre dans la confiance et dans l'amour, mais en réalité, beaucoup de facteurs, dont nos peurs et nos angoisses, nous en empêchent. La plupart du temps, il nous est impossible de trouver l'origine de nos peurs dans une analyse rationnelle de notre vie, nous obligeant à faire des hypothèses et chercher les bugs dans notre petite enfance, notre éducation et notre arbre familial. En considérant que tout ce que nous vivons est logique, mais qu'il nous manque des informations pour reconstituer cette logique, se libérer de ces peurs revient à chercher des pièces de puzzle manquantes. Alors, dans cette conférence, Thomas expliquera la différence fondamentale entre peur et angoisse, Et, et insécurité. partir soi-même à la recherche de ces puzzles manquantes, notamment en montrant un processus de libération basé sur le fait d'entrer dans sa peur plutôt que de l'éviter. Nous disposons tous de capacités d'auto-guérison qu'il s'agit de développer moyennant quelques astuces, car vivre avec moins de peur permet d'envisager des futurs autres que juste la survie, d'aller vers la réalisation de ses projets, d'ouvrir un champ d'expression à sa créativité et ses envies profondes, et de créer des relations basées sur le désir et non l'évitement. Avec Thomas. Alors Thomas, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, même si ça fait la 4e fois que tu passes chez nous, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr, bien sûr. en quelques lignes, en Vraiment, en quelques quelques mots, mots, je veux dire. je suis né complètement normal dans un coin de la Suisse il y a un bon nombre d'années déjà. Et ma vie a été ponctuée. D'abord, je suis très sensible. Donc, à travers mon cursus, un cursus plutôt scientifique d'ingénieur, j'ai beaucoup souffert de ma sensibilité. Et parallèlement, je suis préparé à quelque chose d'autre. Pendant de nombreuses années, je me suis formé à la médecine énergétique, à l'ésotérisme, chamanisme, géobiologie, et plein d'autres choses bioénergétiques pour découvrir finalement que j'avais une voie dans ce domaine-là et que ma sensibilité allait me permettre de déchiffrer des aspects de la vie qu'il faut avancer, on peut dire la science. Et puis c'est aussi ça que j'ai envie de partager ce soir, c'est des bouts de compréhension nouvelle. Donc ce que je vais essayer de partager, c'est pas ce qu'on dit habituellement des émotions, parce que ça finalement on peut le lire dans les livres écrits par d'éminents spécialistes de l'intelligence émotionnelle. Ça, et vraiment, je ne laisse pas du tout connaissance. Ce que j'apporte, c'est vraiment compréhension profonde sur les mécanismes qui lie les émotions que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais qui sont générées pas par le contact avec un événement direct, mais par l'intermédiaire de ce que j'appelle des mémoires. Donc, on va entrer ça assez vite maintenant. Ok. Bah, écoute, on t'écoute alors. Parle-nous Ok. de la peur et de l'angoisse, la différence notamment entre les deux, effectivement. En préparant ce webinaire, j'ai réalisé d'ailleurs que j'avais oublié peut-être un troisième aspect. Il y a peur, angoisse et insécurité. Ce sont en fait des cousins très proches. Et puis, je vais essayer de les présenter les trois sous un angle qui est le mien, bioénergéticien, c'est-à-dire que je regarde l'être humain d'abord sur le plan énergétique et ensuite je fais les liens, je tisse les liens
entre ce que j'observe sur le plan énergétique et ce qui est manifeste sur le plan réel, le comportement ressenti. Voilà, ça c'est le plan réel. Mais au départ, c'est l'énergétique qui me permet d'appréhender ces choses-là. Commençons par l'angoisse. Alors, l'angoisse, c'est toujours l'angoisse devant la mort. C'est-à-dire, si vraiment il y a quelque chose qui génère de l'angoisse, c'est la menace de la mort. Et une angoisse qu'une personne réelle, c'est-à-dire peut vivre face à un événement réel, c'est que quand elle se trouve vraiment menacée par une personne dans un acte terroriste, quelqu'un qui l'agresse avec un couteau, et ça c'est vraiment une angoisse qui est en lien avec un événement réel. Ce n'est pas fréquent dans la vie d'une personne d'être vraiment en contact direct avec un événement angoissant où elle se dit est-ce que je vais survivre à cela ou est-ce que je vais justement, est-ce que je vais en crever? Donc l'angoisse est l'émotion ou le sentiment que nous produisons lorsque nous sommes devant ces questions est-ce que je vais survivre à cela? Et c'est assez pénible. La peur, c'est une émotion. Donc, si je dis l'angoisse, c'est un sentiment parce que dans l'angoisse, il y a déjà une idée qui est mentale, c'est-à-dire c'est pas une émotion pure. Il y a une idée qui est celle je vais mourir, est-ce que je vais survivre? C'est un questionnement. Donc, l'angoisse est une espèce de combinaison entre une idée mentale et une émotion qui est la peur. La peur pure, c'est devant une menace. Je peux la vivre si je roule en voiture et tout à coup devant moi, les voitures devant moi freinent brusquement et je peux avoir une énorme peur de le rentrer dedans. C'est lié à quelque chose de très précis. Je peux avoir une peur devant une personne qui m'accoste et qui est inconnue et puis qui me surprend. Je peux toutes sortes d'événements dans le concret qui peuvent générer directement une peur chez moi, mais c'est compréhensible. Je dirais, c'est normal. C'est ce que j'appelle la peur normale liée à un événement concret. Et puis l'insécurité, c'est quelque chose qui est aussi lié, mais c'est purement mental. L'insécurité n'est pas une émotion, c'est un état mental. Alors, l'insécurité, et en plus, si on regarde les travaux d'un certain psychologue qui s'appelle Maslow, qui a produit une pyramide que beaucoup de personnes connaissent, elle est reproduite un partout, elle dit toujours, la sécurité est vraiment la nécessité, la base de ce que nous avons besoin pour pouvoir poser nos autres activités et nous accomplir notre vie. Sans la sécurité, il n'y a aucun moyen de nous accomplir. Donc ça, il avait certainement raison. Mais ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est que le sentiment de sécurité, eh bien, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire certaines personnes, il suffit qu'ils soient bien assis dans un fauteuil, ils disent ça y est, je suis bien en sécurité, tout va bien. Et puis d'autres ne se sentent jamais en sécurité, ils ont toujours peur que quelqu'un puisse rentrer chez eux. Et là, c'est l'insécurité, c'est-à-dire l'insécurité s'il y a par rapport à l'idée qu'ils ne puissent pas être en sécurité. Et ça, c'est un truc très mental. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à bien créer cette espèce d'idée triangulaire de trois aspects qui sont très en lien. L'insécurité, peut-être que j'en parle en premier, parce qu'après je vais plus en parler tellement. Peut-être juste que j'ai envie de partager quelque chose de très important par rapport à l'idée de l'insécurité. C'est que il y a tellement de vendeurs d'idées de sécurité. C'est que d'abord les assurances qui nous disent voilà, on s'assure contre les infractions, on s'assure contre la vie, l'assurance vie, on s'assure contre tel risque, contre telle chose. Oui, mais une assurance ne produira jamais un sentiment de sécurité, jamais, jamais, jamais. Parce que le sentiment de sécurité est quelque chose qui est généré de manière interne. Ce n'est absolument pas quelque chose qui devrait dépendre de quelque chose d'externe. Pour les uns, pourtant, dans la pratique, les uns, ils sont en confiance quand ils ont la matière, quand ils ont des objets physiques autour d'eux, et d'autres ne sont pas du tout mis en confiance par la matière. Eux, ce qui les met en confiance, c'est leur relation avec le divin et des choses comme ça. Donc, notre attitude même par rapport à l'idée de la confiance
elle est déjà complexe, extrêmement complexe. Et le monde, pourtant, voudrait nous faire croire que le sentiment de sécurité est quelque chose qu'on peut obtenir. C'est-à-dire qu'il suffit de faire ceci ou cela, de voir ceci, de posséder cela, de faire ceci, d'avoir assez d'argent, d'avoir ceci ou cela pour être en sécurité. Et c'est complètement erroné. Hélas. Enfin, ça c'est mon avis et je le partage. Je pense que la seule sécurité que nous avons, c'est d'être quelque part pris dans la totale confiance que notre vie est menée par un dessein qui nous dépasse et qui nous est favorable. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui soit fait pour nous aller à l'encontre de nos envies de nous manifester sur Terre comme des êtres avec plein de positivité, plein d'espoir, plein de projets et d'envie de laisser des traces lumineuses sur cette terre. La confiance, ça vient de cette relation avec le divin que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes effectivement soutenus par le divin dans cette action. Ça veut dire que nous sommes obligés de lâcher par rapport à la sécurité ordinaire qui n'existe pas réellement et nous installer dans une sécurité extraordinaire. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile parce que c'est un acte de foi incroyable. J'en parle parce que c'est comme ça, j'en aurais parlé. C'est quelque chose que je glisse quelque part comme une invitation, peu à peu, de passer de la sécurité ordinaire à la sécurité extraordinaire, en réalisant qu'en fait, que c'est la seule réelle sécurité que nous puissions avoir, c'est que jamais, jamais nous serons lâchés par le divin. Tu parles de sécurité ordinaire et sécurité extraordinaire. Donc, la sécurité ordinaire, c'est quoi finalement? Passons à la peur. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il existe une peur dite, peut-être, je ne sais pas quel nom il faut avoir, une peur réelle. C'est-à-dire la peur réelle, c'est celle en fonction d'un événement qui est dans l'ici et maintenant. Donc, c'est la peur est logique, explicable. Et il y a aussi le souvenir, la peur qui est réactivée en fonction d'un événement qui s'est réellement déroulé. C'est-à-dire que s'il y a vraiment eu dans l'enfance, quelque part durant le parcours de vie, un événement traumatisant qui est survenu, la peur est explicable. Comme cet ami que j'ai connu, qui revenait d'un voyage en Amérique latine et avait extrêmement peur de faire une route en montagne parce que là-bas, en Amérique latine, le véhicule dans lequel il était, il a dévalé il est descendu d'en bas la pente, il a survécu à un grave accident. Donc, elle est choquée, elle est toujours là. Et pour elle, c'est extrêmement pénible de remonter dans une voiture et parcourir une route de montagne. Donc là, on peut quelque part trouver la logique qui lie sa peur de monter dans une voiture et parcourir une route de montagne à un événement concret qu'elle arrive à raconter. Et puis à la rigueur, si vraiment elle voulait un peu mieux, elle irait chez un thérapeute, une hypnothérapeute ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre qui appliquerait des méthodes que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des méthodes qui prennent soin de nos traumatismes, EFT ou des mouvements rapides des yeux. Il y en a, ces techniques existent pour nous permettre de soigner nos traumatismes par rapport à des événements réels que nous avons vécus pour pouvoir mieux retourner dans la vie. Et c'est pas de ces techniques que je vais parler, simplement de la relation qu'il peut y avoir entre une peur vécue, que l'on vit, et puis qu'on sait quel est l'événement qui le génère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec des peurs dont on ne comprend pas l'origine? Alors, je n'ai une histoire comme ça à raconter. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que depuis 10 ou 20 ans, elle n'arrive plus à conduire sur une autoroute. Et que c'est vraiment infernal pour elle. Elle
crise de panique, n'arrive plus à respirer, reste bloquée. Pour elle, c'est plus possible. Elle a l'impression que tous les véhicules à gauche, à droite vont lui rentrer dedans et que c'est juste plus possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une peur complètement bloquante qui l'empêche de mener une vie normale. Elle dit, maintenant, je suis bloqué, je peux faire les petites routes secondaires, départementales, mais je ne peux plus aller sur une autoroute. Elle me dit, elle est venue vers moi en essayant de trouver la solution, l'origine de cette peur. Et c'est bien là qu'il y a une logique. Il n'y a pas de peur illogique. Il n'y a pas de peur, ça n'existe pas. Parce que même si nous croyons qu'il peut y avoir des peurs irrationnelles, hein, des phobies irrationnelles, non, elles ne sont pas irrationnelles, elles le sont dans notre système de pensée uniquement, que nous considérons que nous puissions avoir des peurs ou des phobies ou ce genre de choses irrationnelles, c'est notre système. Mais en réalité, ça n'existe pas, il y a une logique. Et moi qui suis ingénieur à la base, je ne peux voir les choses que dans leur logique. C'est ça qui m'intéresse, de découvrir la logique qui lie les choses les unes aux autres. Donc, quand j'accueille cette personne avec cette difficulté de conduire sur une autoroute, même si c'est pas une difficulté, c'est une impossibilité parce qu'elle est bloquée par sa peur, je cherche la raison rationnelle qui fait qu'elle ne peut pas le faire. Encore une autre histoire là, je vous dis pas d'où ça vient, mais j'ai résolu son problème. Depuis, elle roule sur les autoroutes, je suis très content. Mais je vais vous raconter une autre histoire qui est personnelle cette fois. C'est arrivé il y a 2 ans. Et puis, je crois que j'ai failli produire des presque accidents à 3 reprises en étant sur un rond-point. Et la situation a été très précise. À chaque fois, c'est un véhicule qui était engagé sur le rond-point qui allait me rentrer par la gauche. Et puis, au bout de la 3e fois, toujours presque accident, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Donc, j'ai essayé de trouver pourquoi je produisais cette situation. C'est-à-dire, en l'occurrence, j'ai réalisé que je zappais, que ma conscience ne pouvait pas voir le véhicule qui était déjà engagé sur le rond-point. Donc, entre guillemets, mes yeux, à la rigueur, le voyaient, mais ma conscience ne le zappait. Donc, je devais savoir pourquoi je zappais quelque chose. C'est là que c'est intéressant de savoir qu'une peur, elle bloque notre perception. Toute peur, elle est de nature à inhiber une fonction. Donc, une fonction, par exemple, puisque j'ai parlé de l'assurance, de pouvoir se rassurer, une peur peut complètement inhiber le mécanisme que nous pouvons avoir qui sert à nous rassurer. C'est-à-dire, c'est un mécanisme que nous avons, tiens, qu'elle dit non, c'est pas dangereux, c'est pas, je peux y aller, c'est pas, voilà. Ça, c'est le mécanisme rationnel que nous faisons tout le temps. Tout le temps, notre mental cherche à nous rassurer. Et elle cherche à dire non, c'est bon, tu peux traverser la route, ça va, c'est bon, tu peux descendre dans ce souterrain, c'est bon, c'est sécure. Nous faisons ça tout le temps, de manière subconsciente. C'est-à-dire, c'est continuellement présent. Parce que si nous ne pouvons pas le faire, l'insécurité prend dessus. Donc, passons notre temps à nous rassurer. Et la peur est du genre à bloquer cela. Mais dans le cas présent, quand je parle de mon rond-point, c'était pas le mécanisme d'assurance qu'elle bloquait, c'était la vision qui bloquait. Et ce que j'ai compris, parce qu'il fallait que je trouve pourquoi je bloque ma vision, c'est je me suis mis dans un état de méditation. Et dans cet état de méditation, j'ai dit, maintenant je vais m'imaginer être sur un rond-point et je vais regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de gauche que je veux pas voir. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais vécu, pas moi, mais une autre forme de moi-même. Il y a quelques siècles, j'avais vécu un grave accident de diligence, où une diligence est entrée dans la mienne par la gauche.
Et la mémoire de cet accident était toujours engrammée. Elle existait toujours. Simplement, pas manifeste. Il fallait que je rentre dans l'histoire, que je devais, quelque part, essayer d'accueillir derrière la peur. Je devais accueillir ce qui se passait. Et en faisant là, j'ai compris l'événement, je l'ai déchargé émotionnellement, et depuis, je n'ai plus eu la moindre, ça c'est immédiatement, les presque accidents sur le rond-point ont immédiatement cessé, je n'en ai plus eu. Donc vraiment, ça m'a permis vraiment aussi de comprendre à quel point la peur est bloquante. Elle peut être à la base de situations que nous zappons, qui ne viennent pas à notre perception, qui vont entraîner des situations dangereuses. Finalement, est-ce que Voilà, tu j'ai m'entends? parlé des Tu m'entends? peurs, je pense que Tu m'entends? oui, Tu m'entends? oui, D'accord. oui. Oui, oui, oui. Non, en fait, finalement, tu disais la peur, il y a toujours une raison à la peur. Bon, alors il y a Suzanne qui demande comment trouve-t-on cette fameuse raison à la peur. Mais tu viens de Alors, comment on la trouve? C'est que dans le cas, je donne l'exemple de l'histoire de la diligence. Comment est-ce que j'ai trouvé? Alors, je dirais, ça fait des années, quelque part, que je m'entraîne à, quelque part, être très attentif à ce qui se passe dans ma conscience. C'est-à-dire que j'apprends à ne pas créer moi-même ou faire la différence d'une manière très claire entre ce que je perçois, ce qui vient dans mon canal de perception, et entre ce que je crée moi-même. Parce que ça, c'est notre grande faille, c'est de nous imaginer tellement de choses. Puis à force de nous imaginer les choses, ben nous n'arrivons plus à capter. Je dirais que c'est même la chose la plus difficile, c'est de devenir quelque part notre propre médium, de savoir ce qui s'est passé dans nos propres vies intérieures. C'est une des choses les plus difficiles. Mais pour résoudre une histoire de peur, ce n'est pas toujours nécessaire de connaître la source. Là, j'explique la logique, mais en tout cas, pour pouvoir les résoudre, il n'est pas nécessaire, et ça, heureusement, il n'est pas forcément nécessaire de connaître la nature de l'événement qui l'a produit. Parce que sinon, ben, je pourrais pas faire ce séminaire, je serais d'abord amené à vous entraîner à faire de la médiumnité, puis à vous développer en capacité de visualisation ou de capter des images et tout ça, vous en aurez pour 10 ou 20 ans. Est-ce que ça répond à question? En tout cas, ce que je veux dire, c'est cette faculté de recevoir, de pouvoir capter l'image ou capter l'information que certains ont, que moi j'ai développé, je suis pas né avec, je l'ai développé avec le temps. Vous pourrez aussi la développer en quelque part en nettoyant l'univers mental de toutes les productions parasites. Nous sommes des champions des productions parasites. Ok, merci. Donc, tu viens de répondre en fait à la question de Vinou qui demande a-t-on besoin de connaître l'origine de la peur pour pouvoir nous en libérer? Oui, effectivement. Je sens que j'ai répondu à cette question Ok. et j'insiste Voilà, bien tu viens juste là-dessus. de répondre. Ok. Il n'est pas nécessaire de connaître. C'est-à-dire si vraiment on réussit à le faire et puis en plus on a l'information de ce qui s'est passé, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est ça, on dit super, j'ai compris même d'où ça vient, mais ce n'est pas nécessaire. Ok. Eh ben, il y a d'autres personnes là qui parlent de leur peur de conduire, effectivement, de l'autoroute aussi, de conduire. Alors justement, parce que alors c'était une question un peu plus bas, c'était plus une remarque qu'une question. Une personne dit dans le chat qu'elle n'avait pas peur avant,
Et puis tout d'un coup, elle a eu peur. Est-ce que c'est quelque chose qui ressurgit de loin alors Alors, en psychogénéalogie, on a découvert qu'il existe ce qu'on appelle des dates anniversaires. Du genre, l'arrière-grand-père à 40 ans, il a eu tel ou tel événement, et puis à 40 ans, chez le petit-fils, se produit un événement similaire ou quelque chose qui entre dans cette résonance qui est similaire. C'est ce qu'on appelle des dates anniversaires. Alors, je conçois qu'il y a aussi des dates anniversaires dans nos incarnations, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé il y a très longtemps, à l'âge de 40 ans, peut très bien se réimprimer dans le présent quand nous avons 40 ans ou je ne sais pas un âge. Donc, c'est pour ça que souvent, quand nous sommes jeunes, nous sommes en pleine forme, tout va bien, et tout à coup, il surviennent des événements qui peuvent produire des accidents, des difficultés de toutes sortes, des peurs et tout, dont on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est essentiellement une histoire de date anniversaire. Donc, mais je serais ravi de pouvoir expliquer un petit peu plus ces origines de certaines peurs et aussi angoisses, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, tout en sachant que peut-être que je vais rencontrer un certain nombre d'incrédulités, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis ingénieur à la base, donc moi, avant que j'ai vraiment testé les choses et vu que ça marchait et puis que ce que j'avance tient debout, je suis très prudent. Donc, ce que je dis n'est pas, ça repose sur une expérience professionnelle, sur des centaines ou voire des milliers de séances. Donc, j'ai envie d'en parler maintenant. Là, l'idée officielle nous est présentée comme quoi nous sommes issus des singes, ensuite évolués vers des êtres un peu moins singes, un peu plus hominidés, et puis de plus en plus, nous développons des facultés dites humaines, intelligence, etc., etc., et que nous sommes aujourd'hui à l'âge de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Or, peu importe si cela est vrai ou non, je pense que là ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui, le parcours de nos êtres, de qui nous sommes, de nos incarnations, ne suit pas le parcours de l'évolution de la vie sur Terre. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas forcément eu d'expérience dans un corps de Néandertal. Certains l'ont fait. D'ailleurs, ça laisse beaucoup de traces de peur chez les personnes que j'ai connues. Mais parce que la nature, elle est sauvage et vivre mener une vie d'itinérant, de nomade, étant démuni, ne disposant pas des armes que nous avons aujourd'hui, laisse l'être en contact direct avec toutes les forces brutes de la nature, donc ça provoque des peurs. Mais pour revenir au sujet, nous avons notre cursus de vie intérieure peut suivre des méandres incroyables. L'univers est vaste et le nombre de civilisations à travers l'univers est incroyable. Et qu'il n'ait jamais été dit que dans notre passé, nous ne trouvions pas des traces d'incarnation dans d'autres civilisations avancées. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que je trouve aujourd'hui dans les mémoires, les miennes et celles aussi de personnes dont je m'occupe, des mémoires qui n'ont absolument rien à voir avec les Cro-Magnons, mais qui ont quelque chose à voir avec la conduite d'avions de chasse, de vaisseaux spatiaux et de véhicules ultra rapides qui forcément ont eu des accidents. Donc, aussi longtemps que tout va bien, on ne véhicule pas de mémoire traumatique à travers les âges, à travers les incarnations. Mais ce qui se manifeste aujourd'hui dans nos problèmes, ce sont les accidents, ce sont les traumatismes. Et ceux-là sont imprimés chez nous, y compris avec les images. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai pu retrouver l'image de la diligence qui m'est rentrée dedans, je peux retrouver des images de scènes
chez les personnes qui vivent des peurs ou des angoisses. Et je peux les rattacher à des histoires que on ne peut comprendre que parce qu'aujourd'hui, nous avons de nouveau des véhicules spatiaux. Et puis en plus, la science-fiction nous donne amplement de matière. D'ailleurs, on peut vraiment se dire qu'il n'y a jamais de hasard et que l'inspiration de certains auteurs de science-fiction se nourrit aussi de son inconscient quelque part très profond, de ce qu'il a déjà vécu. Ça, c'est absolument certain pour moi. Donc, les peurs que nous pouvons avoir peuvent tout à fait trouver leurs racines dans des histoires de civilisation très poussées. Donc, il faut être prêt à tout. Quand on lève des mémoires, si vraiment on veut voir, il faut être prêt à voir l'invraisemblable. Et ça, c'est une histoire d'ouverture d'esprit. Ok. D'accord, une histoire d'ouverture d'esprit et puis effectivement, d'accepter aussi que c'est ce genre de choses. Est-ce que c'est râpé de de Donc, pouvoir trouver les causes? Bon, je sais que les causes ne sont pas nécessaires, mais sans cette ouverture d'esprit, qu'est-ce qui se passe? puisque j'en parle, c'est-à-dire que le monde, il va désigner ses peurs sur l'autoroute comme étant irrationnelles. Mm. Pour cette personne dont j'ai parlé au début, qui ne pouvait plus aller sur une autoroute, c'est une histoire qui vraiment est une pure guerre des étoiles dans laquelle elle s'est retrouvée il y a très longtemps et dans une autre civilisation. C'est bien ça. C'est pas la civilisation des Néandertals ou Cro-Magnons il y a quelques centaines de milliers d'années. C'est pas celle-là, mais une civilisation extrêmement avancée qui fait que depuis que nous circulons dans des véhicules rapides, ces mémoires anciennes ont même l'occasion d'être réveillées. Donc ça me permet de parler d'activation. Aussi longtemps que je ne roule pas dans un véhicule rapide, je ne n'active pas du tout la mémoire mes mémoires euh, qui sont liées à la rapidité. Donc, cette notion d'activateur, elle est complètement centrale. Donc, chaque fois qu'un événement, une situation, quelque chose produit de la peur ou de l'angoisse, à ce moment-là, on désigne cette situation comme étant un activateur. Et cet activateur, à ce moment-là, on le prend au sérieux. On dit, ah oui, tiens, c'est dans cette circonstance, dans cette situation cela produit de l'angoisse ou de la peur. Et ça, c'est le point de départ. Il est vraiment, c'est une des clés, cet activateur. Et si la situation n'est pas là, eh ben la personne dit, ben, je vais très bien dans mon fauteuil, je vais très bien quand je suis sur la route départementale, mais là, dans cette situation, dans un tunnel ou dans telle autre situation, ça va plus du tout. Ce sont des activateurs. Ok. J'ai une question de Marie-Claire. Mmh. Que pense... ah non, pardon. D'abord Delphine. Comment avancez-vous? Comment faites-vous donc peut-être pour différencier une peur liée à un trauma de l'enfance et une peur liée à une mémoire ancestrale? Je pense que Comment cette faire la question, différence? oui, elle est déjà difficile, mais je vais essayer de répondre au mieux. Dans ma conception des choses, les traumatismes, c'est-à-dire quand je vis un traumatisme, je prends un petit moment pour expliquer cela, cette question elle est vraiment très bien. Quand je vis un traumatisme aujourd'hui, admettons que je vais faire guerroyer dans un pays lointain et que je vis un traumatisme très grave, un traumatisme de guerre, et je reviens ici,
à ce moment-là, je pourrais dire, ben voilà, avec les images et ce que j'ai vécu, il y a une partie de moi, je n'ai plus le même comportement et j'ai laissé une partie de moi ailleurs. J'ai entendu ça, cette phrase, j'ai laissé quelque chose dans cet endroit et tout. Je l'ai entendu parler de gens traumatisés, ceux qui ont dit ça, qu'ils ont laissé des parties d'eux-mêmes ailleurs. Donc, ce que j'observe, c'est avec un traumatisme, nous sommes, pour survivre à un traumatisme, nous sommes obligés de larguer quelque chose de la constitution de notre être. Typiquement, j'ai parlé de cette fameuse possibilité de construire la confiance qu'un lieu est sûr. Si une personne est victime d'un acte de terrorisme, à ce moment-là, elle pourra plus jamais se sentir sûre à un endroit puisque cette partie a été traumatisée. Elle sera toujours dans un état d'alerte maximale pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui surgit avec un mitrailleuse. Donc, ça, c'est le principe même du traumatisme, c'est cette partie perdue. Et cette partie perdue, soit nous faisons un acte de guérir, c'est-à-dire de thérapie pour essayer de réparer, c'est-à-dire de réparer, de retrouver cela, de trouver cette partie perdue et reconstituer notre confiance, ou alors cette partie perdue, elle est vraiment perdue et va énergétiquement, je dis qu'elle va sombrer. C'est une expression, c'est une manière de dire qu'elle va sortir de la conscience, mais qu'elle reste quand même attachée à mon être. Donc, si je la résous pas aujourd'hui, ce sera pour les incarnations suivantes. Donc, toute personne ici incarnée va se trimballer avec des boulets qui sont des traumatismes d'incarnation antérieure non résolus. Or, d'une certaine manière, la nature est bien faite, elle voudrait que nous puissions réparer ces histoires, ces traumatismes dans les incarnations suivantes. Et c'est pour ces raisons-là que d'une manière ou d'une autre, ces traumatismes nous sont resservis, pas de manière directe, mais indirecte. Parfois, cela peut même se passer par la répétition de l'enfance, c'est-à-dire qu'un événement qui a déjà été vécu est réimprimé dans le présent, dans l'enfance, souvent un peu moins fort qu'à l'origine. Ce qui veut dire que si je prends un exemple que je connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est une personne qui s'est fait gravement agresser sexuellement, une femme dans une incarnation antérieure, se fait maltraiter sur ce plan dans cette incarnation. Elle se demande si telle ou telle personne a bien pu, quelque part, être à l'origine de l'agression. Ou a pu ça. Et puis quand on décortique, on réalise que c'est juste un rappel, que ce n'est pas vraiment la cause même, que c'est juste un petit rappel. D'où parfois il n'est pas toujours tout aisé de savoir si la chose vient de l'enfance ou s'il vient de plus loin, ou parfois c'est les deux. Ok, merci Thomas. Il y a Ève qui dit, le fait que je trouve, on est toujours dans la conduite, hein, le fait que je trouve que ce sont les autres qui sont inconscients de conduire, est-ce une construction de mon mental ou réelle suite à un vécu intérieur? C'est très fort, cette impression que c'est moi qui suis rationnel dans cette histoire. Est-ce que tu veux que je répète? Oui, volontiers. Ouais. Alors, Ève dit, le fait que je trouve que ce soit les autres qui sont inconscients, donc dans leur conduite, lorsqu'ils conduisent, est-ce que c'est une... J'ai dit tout à l'heure que, vu que j'ai parlé du trio sécurité, peur, angoisse, que nous tous, nous sommes obligés de nous construire une idée de est-ce que c'est sécure pour moi ou est-ce que c'est insécure? Parce que si jamais c'est insécure, ben, nous mettons en route des mécanismes
Par exemple, nous allons freiner, mais ce qui ne sont pas toujours très adaptés. Mais le mental, c'est une nécessité du mental lui-même de se construire quelque chose où on est sécure. Donc, cette construction n'est pas toujours elle est différente d'un individu à l'autre. Il y a qu'à voir, il y a des personnes qui se sentent sécures jusqu'à 80 km à l'heure et dès qu'ils vont plus loin, ils ne se sentent plus en sécurité. Et d'autres qui commencent à se sentir super bien encore à 160 km à l'heure, ils disent, oh bah tiens, je pourrais encore presser un peu le champignon. C'est vraiment très, très relatif. Nous n'avons pas Ça les dépend mêmes de la ponts. voiture. Ça dépend pas seulement de la voiture, ça dépend beaucoup aussi du conducteur, hein, et de sa capacité à constituer le sentiment de sécurité. Si à 160 km à l'heure, je n'ai plus le sentiment que je suis en sécurité, je lâche la pédale des gaz. C'est évident. Et la même chose pour les conducteurs, Alors, c'est-à-dire justement, tu parles, tu parles de sécurité. Tu peux. est-ce que tu peux répéter? J'ai entendu les choses d'un peu hachées. Oui, je pense que j'avais un problème, oui, de son. Oui, je disais, tu parlais tout à l'heure de sécurité. Sécurité ordinaire et sécurité extraordinaire. Je ne sais plus, je crois que c'est Suzanne qui voulait savoir la différence entre les deux. Qu'appelles-tu sécurité ordinaire et sécurité extraordinaire? Avec le Ok, divin, en fait, la sécurité extraordinaire avec le divin. ok. Quand je suis dans la sécurité ordinaire, c'est que je suis obligé, pour mon mental, de m'appuyer sur des pseudo-sécurités. Une assurance, le fait de faire confiance à une marque de voiture pour dire ma belle Renault, ma belle Mercedes ne va pas me lâcher. Ah, vous pouvez compter dessus, c'est la voiture la plus sûre. Et voilà, ce sont des arguments qui sont utilisés pour nous, pour créer une idée de la sécurité, mais qui est artificielle. Et c'est vrai que nous en avons, notre mental en a besoin. Hein, on en a besoin. C'est, par contre, il y a des situations dans notre vie où nous ne pouvons plus fonctionner comme ça. S'il s'agit d'un choix professionnel, une option, on dit, est-ce que je vais dans cette voie ou est-ce que je vais dans une autre? Et de se dire, mais comment puis-je me rassurer? Comment puis-je faire le bon choix? Et puis, quels sont les indices qui me permettent de savoir que c'est au niveau financier, au niveau, est-ce que ça va jouer et tout? Et c'est là que le fait de passer de la sécurité ordinaire, qui aurait besoin de toutes sortes d'idées mentales pour trouver sa sécurité, nous sommes obligés de passer dans une autre sécurité pour nous dire que quoi qu'il en soit, on prend soin de nous. Et ça, c'est vraiment, je l'ai dit, vraiment très difficile de passer l'étape en dessus. C'est-à-dire que ce n'est tout ce qu'on nous dit sur la sécurité, ce n'est toujours qu'une pseudo-sécurité relative. Que même la Mercedes, la voiture allemande la Ok, plus sûre du monde, n'est pas totalement sûre. C'est comme ça. Et donc, pour vraiment se ok, sentir sûr, nous devons lâcher et passer à un autre niveau. très bien. Oui, alors c'est ce que dit Lisa. J'ai des soucis effectivement de ne plus me sentir en sécurité lorsque je suis seule. C'est difficile de passer le cap de la confiance en soi. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Oui. C'est pas évident. Ok. Alors, Je vais parler un peu de... Oui. est-ce que tu peux nous parler
De l'angoisse, oui, pardon. Oui, je voulais passer un petit moment encore, quelques minutes à parler de l'angoisse. Parce que des angoissés, il y en a beaucoup. Et des angoisses, eh bien, je pense que la majorité d'entre elles sont irrationnelles dans le point de vue médical, officiel. On ne sait pas d'où elles viennent. Il y a les angoissés, ceux qui n'en ont pas, il y a les personnes qui, tout à coup, dans le courant de leur vie, commencent à être de plus en plus angoissées et, euh, et sans savoir ce qui les met dans cet état. Et une des raisons, en tout cas pour les personnes qui sont venues pour découvrir la raison de leurs angoisses, ce sont des situations où elles se sont trouvées devant la mort, le couloir de la mort d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans une situation qui nous est plausible aujourd'hui dans notre monde, d'habiter au pied d'un volcan qui peut sauter d'un jour à l'autre, ça c'est une angoisse, même si c'est concevable que cela puisse vraiment être une situation angoissante, mais encore pire encore, de vivre dans un vaisseau qui est à la dérive dans l'espace et puis qui, on ne sait pas s'il va être restabilisé. Certaines angoisses sont d'ailleurs accompagnées quasi de perte de repères, avec des vertiges, toutes sortes de choses. Et seul de passer à ce que j'ai expliqué, de comprendre que nous pouvons avoir des, des, des scories, des traumatismes vécus dans d'autres civilisations permettent de créer le lien rationnel entre l'angoisse d'aujourd'hui et quelque chose qui la provoque. Voilà, c'est ce que j'observe. Donc, quelque part, c'est rassurant. Les angoisses, ça devrait être très rassurant. Ça veut dire que nous, ce que nous considérons comme irrationnel, comme si irrationnel, c'est difficile de soigner autrement qu'avec des médicaments. Une fois qu'on admet que c'est rationnel et qu'on comprend le cause à effet, on peut aussi trouver une solution pour rompre cette logique là et puis en terminer avec l'angoisse. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rassurant et de plus positif. C'est pour ça aussi que je présente ce webinaire et l'atelier qui va suivre. Ok, merci. Alors, j'ai une remarque de Delphine. Je trouve que les inventions récentes, mais innovantes de l'homme, sont de plus en plus surdimensionnées pour la taille humaine. Elle donne des exemples, viaduc de Millau, le tunnel de 20 km, tour de 100 étages, les bolides surpuissants. Est-ce que l'homme doit s'adapter et peut-il s'adapter? La question est intéressante parce que si on la pose on pose cette question par rapport à l'espèce Homo sapiens et de dire, bien, est-ce que cette espèce aurait eu la possibilité on peut dire, de rester là où elle est. On pourrait très bien dire pourquoi on a continué de chercher, on a continué de développer. Quelle est cette curiosité qui fait que nous ne nous contentons jamais de ce que nous avons. On aurait pu se contenter avec les diligences ou avec les chars des Gaulois. On aurait pu trouver ça extraordinaire de déplacer toutes les affaires avec quelques bœufs et arrêter notre progression là. On aurait pu ne pas découvrir l'Amérique, on aurait pu ne pas faire ceci ou cela qui nous amène aujourd'hui. Donc, en ayant cette pensée-là, on voit bien que c'est la curiosité de l'homme
qui fait qu'on va toujours plus loin, on ne s'arrête pas. Et puis, il y a des personnes qui sont très contentes de cultiver leur petit jardin et qui trouvent ça merveilleux de découvrir le divin dans les petites fleurs et tout. Et puis d'autres personnes ne sont ne sont contentes que quand elles ont réalisé le prochain défi, la construction la plus grande, la tour Eiffel, puis le pont le plus long, puis ceci. Et ils font aussi partie de l'espèce Homo sapiens. Et nous nous trouvons avec les contraintes dans lesquelles vont se trouver les personnes qui auraient voulu que ça reste à dimension humaine. Et c'est vrai, je comprends parfaitement et j'ai cette sensation d'être une toute petite chose dans quelque chose que nous ne maîtrisons plus. Il n'y a qu'à voir le média par lequel nous correspondons, nous avons ce webinaire. Ben, moi, je suis une toute petite chose, une minuscule petite chose par rapport à cette toile, mais en même temps, cela permet de faire ça. On pourrait, c'est un truc complètement gigantesque, cette toile, et en même temps, ben, on l'utilise. Donc, on est pris dans cette question, est-ce que je me retranche dans mon petit coin de verdure ou est-ce que j'accepte de m'adapter au monde, même si c'est parfois difficile, même si ma propre nature m'inviterait à chercher la paix, la sérénité dans mon petit coin, ben, apparemment, on ne nous laisse pas tranquille. La toile ne nous laisse pas tranquille. Bientôt, on ne pourra plus acheter le moindre ticket d'entrée nulle part sans disposer de la connexion Internet. Donc, on ne laisse pas le choix. Donc, je crois quelque part cette réponse-là, peut-être elle n'est pas rassurante, mais c'est la mienne. C'est l'absence de choix. Sinon, il faut aller retourner dans une forêt vierge, bornée si ça existe encore, une forêt vierge intouchée. Ok, merci. Alors, il y a Vinou qui demande: les origines traumatiques sont donc très diverses, générationnelles, voilà, ça défile, générationnelles, vie antérieure, enfance. Le processus de libération est-il le même et quel est-il? Peut-on s'en sortir seul? Et je dirais que à ce moment-là, on pourrait en profiter pour parler de l'atelier que tu nous proposes Bien pour sûr, nous libérer bien sûr. de la peur et de l'angoisse, justement. Je commençais par cette première question, peut-on s'en sortir seul? Je dirais que oui et non. Je pense que par le fait que nous sommes beaucoup à nous intéresser à ce sujet, nous avons beaucoup à apprendre. Et pour moi, avoir pu libérer mes propres, avoir la capacité, disposer de la capacité à libérer mes propres peurs et mes propres histoires relève d'une capacité que j'ai appris, développer et qui n'est pas tombée tout seul du ciel. Donc, j'ai dû passer par la case formation. Moi aussi, j'ai fait pas mal de formation. Et ensuite, est-ce qu'on peut s'en sortir seul? Je dirais, oui, oui et non. Si on dispose peut-être certaines personnes sont très autonomes et sont capables de s'empoigner, d'avoir une volonté. Il y a vraiment des personnes très, très autonomes qui peuvent s'en sortir seules et d'autres qui ne sont pas très autonomes et qui vraiment ont besoin d'être beaucoup soutenues, ont besoin d'être rassurées, réconfortées. Donc, ça dépend un peu de l'autonomie, du degré d'autonomie, si on peut s'en sortir seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les outils que j'ai l'intention de partager dans l'atelier sont destinés à tout le monde. Elles ne sont pas pour les personnes qui ont 20 ans de pratique derrière elles. C'est pas ça, c'est des outils que tout le monde peut appliquer, qui ne requièrent aucune capacité particulière, ni être clairvoyant, médium, clair ressenti, etc. C'est pas ça. C'est d'avoir simplement de pouvoir suivre un protocole très précis. Et s'il y a un peu de ressenti,
tant mieux, ça aidera. Ok. Merci Thomas. Alors justement, pour les personnes qui sont en ligne, je précise que pour accéder à l'offre de Thomas, vous pouvez cliquer sur le bouton rose ou fuchsia, comme vous voulez, qui dans le chat pour avoir tous les détails concernant cet atelier. Alors c'est un atelier qui va se passer jeudi prochain, des outils pour cela. Et pour les personnes qui vont regarder, et vous avez deux options hein, pour cet atelier. Vous avez la possibilité de payer 37 €. Pour 37 €, vous avez la version non téléchargeable. Donc, pour y accéder, vous devez aller dans votre espace membre avec connexion Internet, bien sûr. Et pour les personnes qui peuvent payer 47 €, ce sera l'option téléchargeable. Vous aurez une vidéo, donc téléchargeable, mais vous aurez aussi un fichier audio, donc MP3 téléchargeable. Et pour les deux prix, donc 37 € et 47 € ou 47 €, vous aurez la possibilité de payer en deux fois. Donc, vous pouvez accéder à cet atelier pour 18,50 € hein, payable en deux fois donc, et ou bien 23,50 €. Voilà. Et toutes ces informations, vous trouverez en cliquant sur le petit bouton rose dans le chat pour avoir toutes les informations. Voilà. Bah, je te laisse à nouveau la parole. Je voulais dire que, encore à répondre à la dernière question qui était posée, est-ce que on peut s'en sortir seul? L'important, c'est de rentrer dans un processus. Parce que nous, on croit toujours pouvoir, quelque part, être libéré, un jour être libéré de tous nos problèmes. Mais je vous assure, vous allez commencer à libérer, vous allez voir les problèmes derrière ce que vous avez libéré. Donc, je voudrais pas donner des faux espoirs qu'on puisse un jour se libérer totalement. Non, j'y crois pas. Moi, j'observe cela chez moi. Je suis à l'œuvre depuis des dizaines d'années et j'observe encore des peurs, j'observe encore des blocages et je dis que c'est normal. Chez moi, c'est simplement le processus que j'ai mis en route à un certain moment. Et j'ai eu besoin d'outils, j'ai les outils et puis en même temps, je transmets des outils pour rentrer dans ce processus et je vous assure qu'il est prometteur que ça fonctionne et qu'on peut vraiment aller vers un mieux-être grâce à des outils. Ça, c'est vraiment la chose plus importante que j'ai à communiquer. Encore lire quelques questions. Une question d'Ève. Pourquoi certains ne sont pas du tout angoissés et la grande majorité des autres ont des angoisses dans de multiples situations? On a rarement une seule angoisse. C'est une question que je ne peux pas répondre comme ça simplement. Parce que au fond, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que nous vivons des traumatismes? Est-ce qu'il y a une raison? C'est comme nouveau la logique. Il y a une logique qui lie nos angoisses à des événements antérieurs, mais quelle est la logique qui a produit ces événements? Et pourquoi avons-nous besoin de, entre guillemets, besoin, ou quelle est la cause profonde de cela? Peut-être c'est le sujet que je peux l'expliquer en vitesse, mais vraiment que aborder, parce que je l'expliquerai encore un petit peu dans l'atelier et peut-être dans d'autres webinaires qui vont suivre sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je parlerai de cette causalité-là, exactement pourquoi nous vivons des saloperies dans notre vie. Pourquoi la vie ne pourrait pas être lisse. Et puis chaque traumatisme, c'est une irruption de quelque chose dans notre vie, donc dont nous devons nous occuper. Donc ça veut dire quelque part, quand un événement traumatisant arrive, il y a quelque chose à comprendre. Jusqu'à maintenant, dans notre compréhension des choses,
nous avons mis ça sous le compte de facteurs qu'on a essayé de rationaliser par des arguments religieux. Ah, chez les Indes, dans le monde hindou, c'est Shiva qui a besoin de détruire, il produit les événements dramatiques. Chez nous, nous sommes dans la colère de Dieu d'ailleurs, dans le christianisme, il y a vraiment très peu de soutien pour les personnes qui cherchent à comprendre pourquoi il y a de la souffrance. Là, je veux dire, j'ai l'impression que le bouddhisme nous laisse franchement démunis par rapport à la souffrance, contrairement au bouddhisme qui développe toute une vision par rapport à la souffrance, le pourquoi de la souffrance. Et voilà, c'est avec ça que nous cheminons et que c'est le degré de difficulté supérieur d'aller commencer de déchiffrer le pourquoi. Et ça, je le partagerai certainement dans une autre version quand j'ai l'occasion de parler j'aurai l'occasion de parler de ma propre vision, de ma propre compréhension de ce qu'on appelle parfois par le terme, on nomme parfois karma. Mais encore une fois, ça c'est pour plus tard parce que c'est un vaste, vaste sujet de comprendre la causalité qui est sous-jacente derrière ces événements dramatiques qui provoquent, qui impriment chez les uns des angoisses et d'autres sont indemnes. Moi, je ne suis pas un angoissé. C'est quelque chose que je ne connais pas tellement. Et j'ai plein de peur, mais pas d'angoisse. Par contre, je suis entouré aussi de certaines angoissées et de non-joie. Joie, c'est vraiment, il y a vraiment les angoissés et les non-angoissés. Donc, qu'est-ce qui fait que certains ont vécu des événements traumatiques? Quelle est la raison? Et d'autres ne les ont pas. C'est pas, je serais obligé quasi de rentrer dans toutes mes notes que j'ai prises pour essayer de déduire quelque chose de plus fondamental, mais ça, voilà, je pourrais le faire une fois. Ok. Je vais répondre à Lisa qui pose la question si on n'est pas présent lors de l'atelier. Alors, si vous n'êtes pas présente, Lisa, et que l'atelier vous intéresse, vous aurez le replay de l'atelier. Mais vous avez toujours les deux options, c'est-à-dire vous avez l'option téléchargeable et l'option non téléchargeable. C'est juste une question de possibilité, donc une différence de prix également. Mais vous aurez de toute façon le replay et de toute façon aussi, vous aurez donc l'atelier qui sera dans votre espace membre. Donc, c'est juste une question de pouvoir télécharger ou non la vidéo de l'atelier. C'est là que réside la différence de prix. Voilà. C'était une question pratique. Alors, Vinou, parfois nous avons des angoisses sans connaître la peur qui est derrière. L'atelier peut-il être utile dans ce cas, vu qu'il faut se confronter à ces peurs? Quand les angoisses, elles ont une source. Il y a bien quelque chose que j'ai parlé de la source traumatique. Donc, l'atelier présente une méthode qui permet quelque part de soigner ces vieux traumatismes. Et que ce soit une angoisse ou une peur, la méthode est la même. Simplement, je sais que c'est à la rigueur, c'est un peu plus difficile d'aller soigner ces angoisses que les peurs. C'est un peu plus difficile techniquement, mais je donne la méthode. Et puis, je pense bien que beaucoup d'entre vous vont réussir à vous libérer des peurs. Et puis, si vous réussissez à vous libérer aussi de certaines angoisses, vous allez vous coller une grosse médaille et dire, je suis très fier d'avoir réussi à le faire. Parce que c'est très profond. C'est vraiment considéré comme les morceaux de résistance, les angoisses. On est angoissé, puis on dit que c'est incurable. Je n'y crois pas. Je peux dire surtout, c'est qu'un angoissé peut devenir moins angoissé. Peut-être qu'il aura toujours un terme angoissé, mais il peut être moins angoissé, ce qui est déjà prometteur.
Alors, ce qui est formidable, c'est que tu devances toujours la réponse des questions dans le chat. Parce qu'il y a Marie-Claire qui demande, êtes-vous sûr de votre protocole? Y a-t-il un vrai résultat ou n'est-ce qu'un début? Vous intervenez ou nous sommes livrés à nous-mêmes? Mais bien sûr, non. Alors, non, on sera donc dans un atelier comme une conférence d'aujourd'hui, Marie-Claire. Donc, on sera avec Thomas et qui nous donnera ces outils en direct. On ne sera pas livré à nous-mêmes. Et puis voilà. Et Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce tout à qu'elle fait. demande s'il y a vraiment des résultats, mais ça dépend aussi. Ouais. Un ingénieur ne fait jamais rien sans qu'il ait de résultats. Parce que s'il n'y a pas de résultat, on change de méthode. C'est aussi simple que ça. Et comme c'est ma nature d'être aussi rationnel dans ma manière de fonctionner, je n'ai aucune envie de de l'espoir. Je ne vends pas de l'espoir, je vends je propose une méthode. Et puis cette méthode, je l'ai éprouvée des milliers de fois, je l'ai transmise déjà à plein de personnes qui réussissent aussi. Donc, j'ai vraiment aucune envie de laisser planer de faux espoirs et d'être un gourou ou un charlatan, ça ne m'intéresse pas. Tout ça. Ok. Merci Thomas. Merci. Ben voilà Marie-Claire. Donc si ça vous intéresse, eh bien cliquez sur le petit bouton rose et puis vous avez toutes les informations concernant l'atelier de Thomas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? En tout cas, Lisa, elle est contente. Merci pour les précisions. Pour Marie, ça lui parle aussi tout ce que tu viens de dire, donc dans cette conférence. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Et sinon, ben, tout simplement, nous vous donnons rendez-vous donc comme pour cette conférence et vous n'avez qu'à vous connecter et puis voilà, vous serez dans l'atelier en direct. Et pour les personnes qui regardent le replay, vous aurez toutes les informations donc en dessous de la vidéo du replay, que ce soit sur YouTube ou sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et également, pour les personnes qui donc ne pourront pas être en direct, pendant l'atelier, vous aurez le replay de l'atelier. Voilà. Alors Thomas, ben, nous te remercions. Les personnes dans le chat te remercient pour toutes ces précisions. Et puis, eh bien, je souhaite à tout le monde de passer une très belle fin de soirée. Et pour les personnes qui nous rejoignent, eh bien, à jeudi prochain. Voilà, et je te dis à jeudi aussi, jeudi 27, Ah, je le Thomas. dis aussi, Hortense. Au revoir. Eh bien, bonne soirée tout le monde. Au revoir.